Bonjour les amis, on est à Ribeauvillé sur le marché de Noël ici en Alsace. Tout va bien? Ouais, super. Dans l'émission, si vous voulez nous suivre, on va faire un beau pain d'épices avec Camille Le Sec qui est pâtissier. Ça vous intéresse? Oui. Tant mieux. Et puis après, on retrouvera Elena et Hélène, nos chroniqueuses qui sont sur le terrain. Elena d'ailleurs est à Colmar. Colmar qui fait souffler un vent de liberté sur les USA. Ça vous cause? Oui. Bonjour Elena. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors oui, liberté, comme la statue qui est juste derrière moi, elle est signée Auguste Bartholdi qui est né ici à Colmar. On va visiter d'ailleurs sa maison natale ensemble et on goûtera à une autre forme de liberté, plus vénitienne qu'américaine. Vous verrez, Colmar est pleine de surprises. Merci Elena, à tout à l'heure. Elle était bien Elena? Ouais. Bon, ben on va retrouver tout de suite Hélène Gâteau qui nous fait découvrir un animal assez étonnant. Vous allez voir, c'est très dépaysant pour l'Alsace. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis à Kinsheim, à la montagne des singes. C'est une forêt située au pied du château du Haut-Königsbourg, dans laquelle vivent des singes, comme regardez ceux qui sont derrière moi. Ici, il y a une seule espèce, le macaque de Barbarie. On se retrouve tout à l'heure pour faire la connaissance de cet animal. Super, alors que dans notre émission ce matin, on recevra comme invité un vrai petit lutin de la région. C'est notre ami André Muller qui bat des records d'audience avec son émission de cuisine à Goethe. Voilà, ça sera pour l'émission. Et puis on aura en plus Stéphanie Malorand, notre camarade de France 3 Alsace. Elle aussi, elle sait bien faire la cuisine. Qu'est-ce qu'on dit? Merci Stéphanie. Merci Stéphanie. On est sur le coup. Oh, merci Vincent, merci à tous, ça me touche et ça vaut bien une petite fête. Ici forcément l'emblématique c'est la fête des ménétriers, celle qu'on appelle ici en alsacien le Pfifferdeich. C'est la plus ancienne fête d'Alsace, elle a 600 ans, elle est née en 1481 et elle célèbre en fait, elle fait un hommage aux ménestrels, aux saltimbanques qui s'amusaient au Moyen-Âge et aujourd'hui elle se fête le premier dimanche de septembre. Il y a toujours un cortège de chars magnifiquement décorés, des fanfares, des jongleurs qui traversent la ville. Cette fête est organisée par près de 1500 bénévoles. On peut leur rendre hommage et 25 000 visiteurs viennent la voir. Ah ben Vincent, vous êtes là, bonjour. Eh ouais. Bonjour, salut André, comment ça va? Salut Camille, la forme? Ça va garçon? Oui, oh bah super. André Muller. Comment tu vas, cher ami? Icône de sa région. Exactement. Ça va Stéphanie? Oui, très bien, merci. Il t'a pas embêté? Je suis très gentil, on est des collègues, on se connaît bien. On se connaît bien. Vous l'avez compris aujourd'hui, si vous êtes habitués, Midi en France, spécial corporate, spécial Alsace. On est tous du France 3 ici, que ce soit Stéphanie bien entendu, André Muller avec son émission à Goethe. Tu l'as bien dit cette fois-ci, bravo. Ouais, bravo, bah, dis donc, j'ai travaillé mon alsacien, qu'est-ce que tu crois? T'as intérêt, bien entendu. Et alors, avec nous, Camille Le Sec, qui est pâtissier et qu'on connaît bien. Ouais. Hein, alors, Camille, on s'est dit, André, on le connaît, il aime le sucré. Moi, je préfère le sucré qu'au salé, ouais, tu as raison. Voilà. Moi, j'adore tout dit, ça. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas une expression pour les becs sucrés en alsacien, quelque chose? Ketsukarter, puisque Zuckert. Voilà. D'accord, ben c'est pas grave. Ouais, voilà. Je te laisse le dire. Hein, moi, je parle alsacien couramment. Ouais. C'est ce qui fait peut-être le succès aussi de mon émission avec Goethe, parce que c'est en dialecte. Et le dialecte, c'est là les racines. On parle avec le cœur et avec le ventre, tu sais. Puis alors toi, André, on peut dire que, un peu comme on le fait nous, tu sillonnes l'Alsace dans tous ses recoins, mais toujours à travers les plats, les traditions culinaires, gastronomiques. Pas que le culinaire, j'ai fait aussi un peu d'histoire. Je raconte la passion d'un chef de cuisine ou d'une ménagère ou d'un curé. C'est un peu tout le monde. Ou d'un curé. Tout le monde fait à manger dans la vie. Le curé est gourmand. Hein, ils sont très gourmands. Par nature, ils sont très gourmands. Évidemment, c'était les seuls plaisirs qu'on leur laissait. Exactement. Les plaisirs et alors, je suis là avec mon petit vélo du nord au sud. Et l'Alsace, c'est un peu mon bureau, quoi. C'est mon bureau. Voilà. Tu la connais comme personne et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est ravis que tu sois avec nous. Moi aussi, je suis ravi d'être avec vous, vraiment. Cette belle émission à Ribeauvillé. Alors, Ribeauvillé, marché de Noël, tradition pâtissière et le pain d'épices. Et le pain d'épices. C'est un pain d'épices, ça? Ça, c'est un pain d'épices. C'est celui qu'on va faire ensemble? C'est très beau. Oh là là là. Tu sais comment on dit Lepkichle, on dit en alsacien, Lepkichle. Si je le porte comme ça vous fait penser à quoi? Ne laisse pas tomber. À la Statue de la Liberté. Auguste Bartholdi, Elena Morna est justement à Colmar, patrie de naissance de Bartholdi. Vous avez tout compris. Et pour cause Vincent, Auguste Bartholdi,
c'est lui. C'est celui qui a sculpté la Statue de la Liberté inaugurée à New York City en 1886. Alors, je suis ici dans sa maison natale qui a été transformée en musée. Il faut savoir qu'il est né ici, il est parti à l'âge de 10 ans vers Paris, puis il a fait le tour du monde, mais j'ai l'impression qu'il n'a jamais vraiment quitté Colmar. Bonjour Isabelle. Bonjour Elena. Il est resté très attaché à cette ville, Auguste. Il est très attaché à cette ville, il y a laissé son cœur, il y revenait tant qu'il pouvait. Il a offert à la ville de Colmar de nombreuses statues, cette statue qu'on trouve un petit peu partout, et un joli musée. Un joli musée avec ses effets. Et c'est lui qui a voulu de son vivant, justement, que sa maison soit transformée en musée. Alors nous sommes ici dans le salon parisien qui a été reconstitué à Colmar. Quels sont les autres effets d'Auguste Bartholdi qu'on peut voir ici au musée? Eh bien, il y a un lustre assez extraordinaire auquel il tenait beaucoup et qu'il avait fait reproduire sur sa carte de visite. Une jolie petite boîte à clés, très émouvante. Une petite boîte à clés sur laquelle il y a écrit les clés d'Auguste. Alors moi, je voudrais qu'on parle d'un trésor exceptionnel. Alors, nous avons la toute première esquisse de la Statue de la Liberté. Laquelle statue sur l'esquisse, j'ai remarqué qu'elle a une espèce de petit déhanché qu'elle n'a pas en réalité. Voilà, ce déhanché révèle en fait l'inspiration antique puisque c'est une déesse antique. Un autre trésor, le fameux lion de Belfort qu'il a également signé. Voilà, le lion de Belfort. Nous avons de nombreuses maquettes et aussi toutes les études qu'il a faites au Jardin des Plantes. Vous l'aurez compris, il faut absolument venir ici à Colmar, au musée également, et dans les rues pour admirer les statues d'Auguste Bartholdi. Et puis si vous venez au musée, vous apercevrez peut-être le château de Ribeauvillé. Comment se fait-ce? Sa maman était de là-bas et tous les deux ont correspondu ensemble tous les jours jusqu'à la fin de leur vie. Merci Elena. Alors il y a un autre personnage complètement, je veux dire, inévitable ici. C'est quand on est à Kaisersberg. Ah bah oui. C'est Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, effectivement, il est né en 1875, lui, à Kaisersberg. On le connaît comme médecin, comme pasteur, comme musicien. Il était vraiment multicarte à l'époque. C'était un peu un génie de l'époque. Et lui, eh bien, on l'a connu parce que il a développé un hôpital en Afrique. À Lambaréné, ouais. À Lambaréné. Et il a eu le prix Nobel quand même de la paix en 1952. Il a été extrêmement médiatisé, mais il avait son havre de paix à Kaisersberg. Et dans sa vie mouvementée, il aimait y revenir. Et aujourd'hui, on peut la visiter. Évidemment, c'est devenu un musée, c'est une maison musée, telle qu'il l'a quittée en 1959. Et voilà, d'ailleurs, il y a même une extension qui va être faite de ce musée. Un projet pour le développer, ouais, Voilà. exactement. Bien, ce qui devait lui manquer à Albert Schweitzer, là-bas dans son dispensaire, c'est le pain d'épices. Eh ben, on va le le pain faire. d'épices qu'on va faire avec Camille Le Sec. Camille, comment est-ce qu'on commence? Montre-moi alors. On va prendre du lait, on va faire infuser de la badiane, on va laisser chauffer tranquillement pour D'accord. vraiment que l'anis parfume le lait et que ça se diffuse ensuite dans le pain d'épices, quoi. Et en attendant, on va commencer à casser nos œufs. Alors, dans le pain d'épices originel, c'était juste un pain qui était agrémenté au moment des fêtes avec du miel, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de sucre, on ne tirait pas le sucre au Moyen-Âge. Donc c'était très dense. Il y a vraiment le pain d'épices vraiment typique alsacien. Celui qu'on décore là, Celui qu'on décore, qui est ici. comme il est là. Et après, on a le pain d'épices qui est un peu différent, Un gâteau. peu plus en forme de gâteau, qui est le plus moelleux là. Ça. Ensuite, on va notre miel. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un miel liquide. Voilà, c'est un de miel. sapin, non? Miel de de sapin, Vosges. miel de sapin d'Alsace. Ah bah oui, je le vois tout de suite à la couleur, hein, je Ah ouais, reconnais. c'est du vrai de la région, quoi. ça. Oui. Bon, pendant que Camille est en train de battre les œufs avec le miel, Hélène Gâteau, notre vétérinaire, va nous faire découvrir une colonie de singes installée au beau milieu de la forêt alsacienne. Effectivement, Vincent, je suis à la montagne des singes. C'est une forêt de 24 hectares qui abrite jusqu'à 240 macaques de barbarie qui évoluent en semi-liberté. Ici, on peut les observer vraiment vivre dans des conditions qui sont très proches de leur milieu naturel. Je retrouve tout de suite Guillaume. Guillaume, vous êtes le directeur de ce parc. Guillaume, il neige, il fait froid. Est-ce que les macaques de barbarie ont dû s'adapter au climat alsacien ? Non, ils ne sont pas adaptés parce que c'est un singe qui est originaire des montagnes en Afrique du Nord, au Maroc et en Algérie. Ils peuvent vivre jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude. Là-bas, en hiver, il fait froid et la neige. Il peut faire moins 15, moins 20 degrés. Donc ça ressemble finalement à ce qu'on est en train de vivre ici. Tout à fait. Quand vous les regardez, ils ont ce beau pelage d'hiver qui est long et épais et qui les protège bien du froid. Comment est née un jour l'idée d'ouvrir un parc qui est dédié à cette espèce, aux macaques de barbarie et à elle seule ? Alors le parc a bientôt 50 ans, il a été créé en 69 et c'était un des parents des fondateurs qui habitait à l'époque à Alger. Et les Algérois aimaient bien aller dans l'arrière-pays découvrir cette espèce dans leur forêt d'origine.
D'accord, donc il a décidé de ramener finalement ces animaux qui se laissaient relativement bien approcher ici même. Oui, le singe est un animal fascinant et puis ces animaux-là sont fantastiques. C'est une espèce qui est vraiment intéressante à observer et étudier. Quel est d'ailleurs son statut aujourd'hui à l'état naturel dans les montagnes de l'Atlas justement? Alors il est malheureusement classé en danger. Les populations il y a 30 ans étaient à peu près à 23 000. En ce moment il y a moins de 8 000 singes dans leur population sauvage. Il est important de le protéger. Quelles sont les menaces qui pèsent aujourd'hui justement dans leur milieu naturel? Diminution de l'habitat, on coupe beaucoup trop d'arbres, donc perte de forêt. Et puis aussi un commerce illégal de bébés magots. On estime à 300 le nombre de bébés retirés chaque année au Maroc et vendus comme animal de compagnie. Et vous imaginez bien que ce n'est pas du tout fait pour être un animal de compagnie. On se retrouve tout à l'heure lors du nourrissage pour observer justement les comportements si étonnants de cette espèce. A tout de suite. Merci Hélène, à tout à l'heure. Alors il y a d'autres faunes évidemment passionnantes en Alsace, parce que c'est un pays où il y a beaucoup d'animaux sauvages. Je vous emmène à Soultzmatt où depuis 2 ans, il y a 9 nouveaux locataires, des daims qui sont dans un parc de la commune. Et alors qui s'en occupe? Eh bien ce sont des Soultzmattois qui comme ça viennent tous les jours les voir, dont Rachel qui fait partie des 5 bénévoles qui se relaient pour veiller sur ces daims, qui leur donnent à manger, qui... Les brosser par exemple. Peut-être en tout cas. Les taches blanches qui partent après. En tout cas, la vertu que ça a, c'est que ça permet d'entretenir le parc de manière complètement écologique. Les daims se sont bien adaptés. Et est-ce que vous saviez que c'est en Alsace qu'on retrouve le plus de daims en France? Il y a 1000 têtes. Mais on a tout plus en Alsace. On a tout plus. Et on a tous en plus quoi. Plus. Tu le savais, Voilà. ça, Vincent? Oui, C'est Monsieur Plus, tu sais. Merci André. Je t'en prie. Bon, si on retournait à la recette un petit peu. Ah, parce que regardons ce qu'il fait Camille, on voudrait bien savoir comment on fait ce pain d'épices. Là, c'est toujours, ça sent très bon. Hein. Quand tu fais ça simplement, tout ce miel remonte, Ouais. tout le parfum du miel. Tous les parfums de la forêt Qu'est-ce d'Alsace. que tu mets avec là ça. Là, on va mettre de la marmelade d'orange Dedans. dedans. Ouais. Et ça permet aussi de garder, comme le miel, un peu de garder ce côté moelleux et parfumé du pain d'épices. Et ça, c'est important. Ce qu'on a fait tout à l'heure, hop, le mélange. Ah, notre Le lait. lait infusé. Alors, du coup, il faut filtrer un peu les... Ah, ça sent bien là. Je peux Eh sentir, oui, l'anis Camille, étoilé. fais voir. Bah, viens, L'anis. bien sûr. J'adore. Et ça, on va venir filtrer ça. Ah ouais. Hop. Oui, Tu veux un coup de autant... main Tu vois, autant, alors pour ceux qui se demandent la différence de goût, autant l'anis vert est très herbacé, très vert, avec des notes très de tête, alors que l'anis étoilé, c'est boisé, c'est profond, c'est plus épicé. C'est quoi. plus épicé, ouais. Alors ça, c'est quoi? C'est du beurre en pommade? C'est du beurre pommade qu'on ira Ça ressemble rajouter à la dedans. mayonnaise, dis-moi Camille. Tout ça se fait... bon, là, on le fait au fouet, on peut le faire au batteur chez On soi. peut le faire au batteur, ouais, sans problème. Ensuite, on va y rajouter nos farines. Regarde, on a notre farine Ah ouais. qui est là. Là, Tout d'un coup, Tout d'un coup, ouais. voilà. Là, j'ai de la farine de seigle, principalement. Ah ouais, Et de la farine la traditionnelle. farine de quoi. blé, ok. J'ai un peu de fécule. Qu'est-ce que va apporter la fécule? Là, c'est un liant aussi. Ça permet d'avoir la consistance, la tenue aussi du pain d'épices. D'accord. Bon, on va Les laisser épices, on a de la Camille. cannelle, très Travailler à la important. cannelle, les j'adore. épices, tout j'adore ça, la là. cannelle. Oula, oui. Ah oui, ouais. carrément. Ah ouais. On a de la cannelle et du 4 épices aussi. On va venir mélanger Touille, ça. tu Bon, touilles. tandis qu'il touille, tandis qu'il mélange, tandis qu'il bat, On va où? nous allons prendre un petit peu de hauteur au-dessus Ah. de Ribeauvillé, Stéphanie, Oui. pour cette fameuse, parce que là on est dans la partie pâtisserie-boulangerie, mais toi c'est la tour des bouchers que tu nous présentes. Oui, la tour des bouchers du XIIIe siècle. Elle marque la limite entre la vieille ville, la Altstadt, et la ville moyenne, la Mittelstadt. Elle servait de tour de guet, mais aussi de prison, de beffroi. Et à ses pieds, les bourreaux exerçaient la sinistre sentence. Alors pourquoi est-ce qu'elle s'appelle tour des bouchers? Eh bien, tout simplement parce qu'à côté, il y avait le quartier des bouchers. Il ne faut pas Ah chercher. bon d'accord, pas Midi à rien à 14 voir heures. avec la terrible sentence. Ah ouais. Non, rien à voir. Mais bon, on s'en souvient, ça fait peut-être froid dans le dos quand on y passe. En tout cas, au XVIe siècle, elle fut rehaussée et coiffée d'un toit en pointe. Elle est reconnaissable à ça aujourd'hui. Et le classement comme monument historique en 1866 sauva la tour incendiée au début du XIXe siècle de la destruction. Donc si elle est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à ce classement. C'est vrai que les édifices sont magnifiques. On a entendu parler de la Haute-Ville, Altstadt, Mittelstadt. Mittelstadt. Et tu disais Ribeauvillé, comment ça s'appelle en alsacien? Robschwir, Ribeauvillé, c'est Robschwir. Robschwir, c'est le nom alsacien. Et c'est vrai, regarde ici, c'est un décor de cinéma, c'est magnifique ce village. Tous les villages sont comme ça du Qu'est-ce que nord au ça veut sud de dire, l'Alsace. Robschwir, Robsch.
Mais ça veut dire Ribeauvillé, quoi. Ah, voilà, bah Attends. voilà, qu'est-ce que tu rigoles Ah, bien Mais sûr. Vincent, mais ça veut dire... Enfin, c'est vrai, j'écoute pas. hein. Bah, du coup, voilà, C'est terrible. si tu m'écoutes, c'est Je pas de problème. je suis pas encore au point. Mais c'est vrai que en l'Alsace, du alsacien. nord au sud, c'est magique, quoi. C'est Hollywood ici, c'est des décors de cinéma. Chaque village, c'est du pain d'épices. C'est une maison en pain d'épices comme celle-là, quoi. Alors on va retrouver Elena Morna, qui elle aussi dans son genre est empreinte de cette âme alsacienne, puisqu'elle est toujours à Colmar. Elle était d'abord américaine, hein, puisqu'elle nous parlait de Bartholdi, mais maintenant elle est plutôt italienne, vous allez comprendre. Un petit air d'Italie, effectivement, ici, dans le quartier de la Petite Venise de Colmar. Alors regardez, c'est très romantique, c'est absolument charmant. Bien sûr, ces maisons à colombages, ces couleurs, ces fleurs, ces décorations. C'est vraiment un quartier qu'on doit visiter plutôt sur une barque que sur une gondole. Et avec Joe, s'il vous plaît. Bonjour Joe. Bonjour Elena. Alors on va parler de ce quartier hyper romantique avec ces petites maisons à colombages. Un quartier qui est donc partagé par cette rivière, la Laur. Oui. J'ai bien dit, Laur. Oui, c'est Laquelle Laur a une signification en allemand. le poireau. C'est vachement romantique ça. Et malheureusement, il en faut, parce que sinon c'est pas drôle. Et alors pourquoi le poireau? En fait, à l'époque, nous avions les maraîchers qui transportaient leurs légumes, notamment leurs poireaux. Et on a l'un d'entre eux qui a fini par couler lamentableusement dans la rivière avec sa barque pleine de poireaux. C'est trop triste. Alors depuis, ceci dit, ce qui est bien, c'est que cette rivière, elle n'est plus fréquentée par les bateaux de commerce ou de marchands, mais par les plaisanciers. Tout à fait. Nos barques sont présentes pour promener les gens sans problème au fil de l'eau. Alors je parlais des maisons colorées qu'on aperçoit beaucoup ici en Alsace. Il paraît que chaque couleur a une signification. Alors, pas chaque couleur, mais en effet, à l'époque, on avait le bleu et le rouge qui étaient des religions. Le bleu pour les catholiques, le rouge pour les protestants. Et aujourd'hui, on est tout simplement dans la motivation d'avoir une couleur différente de son voisin. Et du coup, c'est très joli. Alors, tu me disais que tu es ici, travailles ici depuis 5 ans, tu es de Colmar, et ce job t'a permis de redécouvrir ta ville. Tout à fait. Avant, je ne m'en rendais pas compte et c'est vrai que depuis que je travaille ici, j'ai un plaisir fou à partager ma passion, mon travail avec les touristes. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on fasse finalement un deuxième tour ensemble, Joe, parce que c'est vrai que c'est romantique en fait. Hein? Ah bah, pourquoi pas, hein. Let's go! Merci Elena, André. Tu Bien. parlais de décors de cinéma. C'est vrai que la petite Venise à Colmar, La hein, petite Venise, c'est magique. c'est un exemple. Avec les bateaux, là, les bateaux à fond plat, où tu peux te balader, visiter la ville. En bateau, tu peux très bien voir les maisons, des maisons magiques, magnifiques, quoi. Il y a d'autres lieux à visiter dans la région, évidemment. On peut peut-être parler de Murbach. Ah bah oui, important, hein, l'abbaye. L'abbaye, c'est une des plus anciennes d'Alsace. Un haut lieu touristique, Ouais, hein, oui, l'abbaye bénédictine, effectivement très ancienne, fondée en 728 par Saint-Pirmin. Les travaux étaient financés par le comte Eberhard, qui était le frère du duc d'Alsace. Et dès le départ, l'abbaye est riche et possède une vaste étendue de terre. Et elle prospère, elle s'accroît jusqu'au Xe siècle, avant d'être ravagée par les Hongrois. Mais la prospérité revient au XIIe siècle, où Murbach devient alors une véritable principauté qui possède plusieurs cités telles que Guebwiller. Mais après la guerre de 30 ans, comme le reste de l'Alsace, elle devient française. Et ensuite, elle est transférée à Guebwiller et perd son statut d'abbaye pour devenir chapitre de chanoine. Et aujourd'hui, il ne reste que le chœur de l'abbatiale Saint-Léger. Il y a un autre endroit dont j'aimerais que tu nous parles, Stéphanie, parce qu'on parlait de l'abbaye de Murbach, mais il y a aussi le couvent des Dominicains à Guebwiller. Oui, ça c'est à Guebwiller. Il a été construit au XIVe siècle, hein, sous le Saint-Empire romain germanique. Il a une église, un cloître, et il a traversé de nombreuses guerres et de révoltes avant d'être déserté par les frères prêcheurs dominicains lors de la Révolution française. Et aujourd'hui, ça a changé un petit peu, puisque c'est devenu vraiment un haut lieu culturel, un lieu culturel depuis le 19e siècle, sous l'impulsion de Jean-Jacques Bourcard, c'est son propriétaire. Une salle de concert est construite dans le cœur de l'église. Il y a le premier concert et aujourd'hui, il y a plein de spectacles. On y fait du mapping, on y fait plein de choses. C'est un très beau lieu de culture à Guebwiller. Et ça se visite évidemment, hein. Il faut aller voir ces endroits qui sont un peu l'âme de l'Alsace aussi. On va peut-être retourner à cette recette de pain d'épices, ça Camille prend Le belle Sec forme, qui est hein. avec nous. Ça prend belle forme. Écoute, j'admire la beauté de ce moule qui pèse 1,8 tonne à peu près, hein, en fonte. Ouais, c'est des vrais moules d'époque. C'est comme une cocotte, sauf que c'est un moule. Tu sais d'où quoi. il vient? Il vient d'Autriche. Parce qu'en Ah bon Autriche, ils avaient ce genre de moule, ouais. Ah bah écoute, il est splendide. Le pain d'épices est cuit dedans. Le T'en pain avais d'épices, préparé on l'a cuit, d'avance. on l'a moulé tout à l'heure, on l'a cuit. Et voilà.
Ça se Et démoule on va Tu facilement. arrives à le démouler là, tu T'as du crois bien beurré ou Ouais, beurré, fariné. Attention, Ah ouais. attention, là c'est Attention, généralement- surprise, Ah là 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 là. surprise, On surprise. essaye que. Tu Ouais, dois ça va. taper ou c'est pas la peine? Allez, vas-y, 1, 1, 2, 3. Waouh, bravo, magnifique. bravo. Ça s'applaudit, mesdames et messieurs. Superbe. Ah ouais. Camille, excellent. Il a une belle forme. Ceux qui applaudissent, c'est ceux qui espèrent le déguster tout à l'heure. Et là, Et tu ça- vas le vernir. Et ça, on va lui mettre un peu d'abricotine. J'appelle ça Alors qu'est-ce que l'abricotine. c'est? moi. C'est un peu une gelée d'abricots. Ah, c'est beau, ouais. Tu as un beau métier, Camille. Hein. J'ai fait des petites oranges confites maison. Ah ouais, fais toi-même. C'est une maison, ouais, je les ai faites. Waouh. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir. Bon les amis, tandis que Camille Le Sec est en train de décorer son pain d'épices façon marché de Noël, on va retrouver Hélène Gâteau, votre vétérinaire qui est une vingtaine de kilomètres d'ici environ. Elle est toujours sur sa montagne et elle a trouvé le magot. Mais le magot, c'est le singe. Oui, Vincent, alors magot, c'est l'autre façon d'appeler le macaque de Barbarie. Moi, je suis à côté du mâle le plus vieux du groupe. Il s'appelle Papy et il a 24 ans. Salut mon grand. Alors ici, les conditions de vie des animaux sont extrêmement proches de leur milieu naturel. Ce pourquoi c'est devenu un lieu d'observation pour les scientifiques depuis 1972. Alors je retrouve Lise pour en apprendre un peu plus sur le comportement des macaques. J'imagine qu'actuellement, en plein hiver, toute l'attention est surtout tournée vers comment lutter contre le froid. Alors pas forcément, puisqu'on est en pleine saison des amours, c'est le rut en ce moment, les naissances auront lieu au printemps. Donc on peut observer assez fréquemment un mâle qui va étudier olfactivement, visuellement sa future potentielle partenaire, puisque lorsque les femelles sont en chaleur, leur gonflement est plus gros et luisant. D'accord. Cela dit, c'est une bonne façon de se réchauffer aussi pendant l'hiver. Tout à fait, oui. Alors, ce que j'ai également pu remarquer, c'est qu'il y a aussi la présence de bébés qui ont sûrement dû naître au printemps dernier et qui sont portés par les adultes. C'est ça, donc ils ont à peu près entre 6 et 8 mois. Mais alors attention, ils ne sont pas forcément portés par leur mère, puisque les mâles adorent s'occuper des bébés.